Alors d'abord, merci beaucoup aux organisateurs pour cette journée. Je ne pouvais pas mieux tomber hein, vu de mon sujet de thèse, donc c'est vraiment une formidable opportunité de vous présenter mes recherches. Et voilà, j'ai jamais autant pris de notes pendant un colloque, donc vraiment merci beaucoup pour toutes les interventions qu'on a eues jusqu'ici. Alors pour ma part, j'ai un peu modifié mon titre par rapport à ce qui était promis dans le programme, puisque je vais parler du franchissement du seuil de la conversion par l'analogie religieuse de la conversion écologique. Et en guise d'ouverture de conclusion, je présenterai certains éléments sur la transformation radicale de soi selon la vérité écologique. Donc je vais procéder en trois temps hein, dans cette présentation. D'abord, prendre une approche temporelle de la conversion et comme quoi dans des sociétés d'accélération, on aurait une indisponibilité à la conversion et avec un moment de crise individuelle hein, qui caractérise souvent la conversion, on sort de cette indisponibilité. Ensuite, dans un second temps, j'irai voir du côté de la disponibilité que l'on a à éventuellement se convertir et là, c'est le moment où on est au seuil de la conversion. Et dans un troisième temps, j'aborderai le franchissement du seuil de la conversion et les nouvelles figures de soi qui émergent. Bon, avant d'aller plus loin sur ce vaste programme, je vais peut-être vous présenter en introduction mon approche. Donc, on pourrait reprendre cette phrase de Michel de Certeau, lorsque le politique fléchit, le religieux revient, qu'on pourrait transposer sur cette thématique, lorsque le politique fléchit, l'analogie religieuse revient-elle? Il y a un usage de l'analogie religieuse en matière d'écologie, aussi bien de la part des anti-écologistes, hein, on parle d'ayatollahs verts, on parle d'intégristes écologistes, mais les écologistes utilisent aussi l'analogie religieuse pour délégitimer les anti-écologistes ou ceux qui sont en faveur de la croissance. Hein. Dominique Méda se moque, enfin, targue ceux, critique ceux qui croient en la mystique de la croissance. Mais dans ses travaux sur l'écologie politique, il n'y a jamais d'utilisation systématique de l'analogie religieuse. On reste au stade du symbolisme, de la métaphore chic. Donc, il y a un peu cette intuition de recherche de dire qu'on pourrait approfondir l'usage de l'analogie religieuse en prenant en compte les critiques et les réserves hein, de l'analogie religieuse. Jacques Bouvresse pointait le risque de littérarisme concernant l'analogie. Il disait littérarisme parce que c'était des personnes littéraires qui utilisaient l'analogie et qui avaient une certaine, selon lui, une certaine inculture scientifique. Et aujourd'hui, sans dire que les gens qui utilisent l'analogie religieuse ont une certaine inculture religieuse, mais force est de constater qu'il y a une déculturation du religieux, un religieux qu'on a de plus en plus de mal à comprendre, mais les gens continuent à faire usage de l'analogie religieuse. Et donc c'est là où vraiment l'approche du centre Métanoïa est très intéressante, parce qu'on pourrait remettre un peu plus sur le devant de la scène les sciences religieuses comme un outil heuristique pour comprendre et objectiver cette transformation de soi. Donc pour ce faire, j'utilise la sociologie weberienne, hein, compréhensive, cette sociologie que je présente auprès de mes étudiants comme une sociologie 4-4, un peu tout terrain. Hein. Vous pouvez aller dans l'économie, le politique, le religieux, c'est pratique, c'est pour l'analogie religieuse, il n'y a rien de mieux. Vous avez les précautions méthodologiques, évidemment, parce que c'est un terrain un peu miné. Donc là, je m'appuie sur Nathalie Hennig qui a formulé hein, des réserves sur l'analogie religieuse et aussi sur l'approche comparative de Paul Venn qui disait qu'il fallait mieux comparer avec plutôt que de comparer à pour ne pas risquer l'écueil de l'essentialisation. Et enfin, donc là on parle de métanoïa, mais dans mon sac j'ai le livre de Pierre Hadot. J'aimerais transposer en fait une partie de la philosophie antique et qui a été avec des philosophes du XXe siècle comme Michel Foucault et Pierre Hadot, ont montré qu'il y avait finalement une continuité de la conversion et qu'on parle de conversion religieuse, mais la conversion philosophique est très présente et ça a été un peu mis sur le devant de la scène au XXe siècle. Bon, on attaque enfin sur l'indisponibilité que l'on a dans nos sociétés contemporaines à la conversion à cause de ces sociétés d'accélération. Donc dans ces sociétés d'accélération, on a une indisponibilité biographique à la conversion. Il y a toujours en sociologie du militantisme l'usage de la disponibilité biographique, mais
on est dans des sociétés où on a moins en moins de temps d'un point de vue aussi bien objectif que subjectif, et donc moins de temps égale moins de temps pour la conversion. Et ce qui fait, si on atterrit dans notre sujet sur l'écologie, c'est que l'accélération, pour reprendre les travaux d'Arnulf Rosa, cause un rétrécissement de l'identité. Un rétrécissement de l'identité, ce qui fait qu'on a un soi qui, pour reprendre les termes d'Arnulf Rosa, est ponctuel. Et donc avec ce soi ponctuel, l'écologie n'apparaît que dans la périphérie du soi, plus ou moins éloignée évidemment, hein, c'est pas blanc ou noir hein, concernant l'écologie, mais elle est d'abord éloignée chez l'individu. Et donc là, vous avez le moment de la crise, qui est caractéristique de toute conversion. Et pour sortir d'une approche du pourquoi de la crise, on va plus aller dans le comment, et donc s'appuyer sur la sociologie des crises de Michel Daubry, et pour étudier ce comment de la conversion religieuse, pour essayer de dépasser un peu une approche déterministe de la conversion, mais de dire qu'est-ce qui se passe dans le temps indéterminé de la crise. Donc il y a plusieurs natures hein, de la crise, hein, une crise existentielle, une crise professionnelle, une crise spirituelle, familiale. Mais en tout cas, la crise nous sort de notre temporalité quotidienne. Et le moment de ralentissement, c'est une déstabilisation, hein, comme peut l'être le voyage, mais on peut avoir la déstabilisation temporelle. Et donc il y a un rapport au temps qui ne nous est pas commun. Et donc finalement, c'est le kéros, le moment opportun de la conversion. Et là, l'individu sort peu à peu de l'indisponibilité. Et la sortie de l'indisponibilité est coûteuse, hein, puisque vous allez avoir un sentiment de vertige, vous allez avoir, comme dans beaucoup de conversions, une éthique de la culpabilité et qui est propice à la conversion. Et donc, il y a un rapport à soi qui est caractérisé, si on reprend l'existentialisme de Camus, par un sentiment d'absurde entre le soi et le monde, et pour reprendre Bruno Latour, une impression de vertige, et souvent, le moment de crise avant la conversion, pour reprendre les travaux de Lewis Rambaud, c'est le moment où la déroute est la plus forte, et c'est le moment où le futur converti est très fragile. Et il est au seuil de la conversion. Il est dans ce moment de flottement, hein, cette incertitude structurelle, comme dit Michel Daubry, avec une forme de défatalisation. Hein, on sort du temps, il y a un moment de flottement. Et donc c'est là où l'individu prend conscience qu'il a le sentiment de devoir changer quelque chose, et donc c'est le début d'un travail sur soi qui est préparatoire et qui est préalable à toute forme de conversion. L'individu est en quête de sens, l'individu est dans une recherche spirituelle à la suite de la crise, et il va essayer de guérir du mal qu'il peut avoir identifié. Et donc, il peut tomber sur la solution, la voie pour guérir du mal qu'il a identifié pendant sa quête. Hein. Donc c'est là où l'écologie apparaît comme la vérité qui va pouvoir le guérir, et cette vérité se présente avec une objectivité qui la rend d'autant plus puissante. Hein. Et donc, il y a une impossibilité à l'indifférentisme. On ne peut être indifférent à cette vérité, et c'est une vérité qui oblige. Au même titre que la religion oblige, là on retrouve chez Charles Anqueté, science oblige. C'est-à-dire une vérité qui oblige à se mettre en mouvement. On ne peut que se convertir quand on est face à cette vérité. Et donc là, on arrive au moment du franchissement du seuil de la conversion, et au moment des nouvelles figures de soi qui émergent. Donc on va devoir faire atterrir cette cause de la vérité dans son rapport à soi. Et cette vérité va être la guérison de soi. Et pour reprendre un peu, j'ai lu une thèse en architecture sur les seuils dans les églises, et c'était très intéressant sur le franchissement du seuil, parce que sur le seuil d'une église, vous avez cette proximité sémantique entre le passage et l'expérience. Et donc la conversion à soi, à la vérité, est comme une promesse de changement individuel, une promesse qu'on fait à soi-même et qui est consécutive à une autocritique. C'est ici qu'on retrouve la conversion comme repentance après un passé qui est rempli de fautes. Et donc le franchissement du seuil est comme cette prise de conscience, et on va modifier les discours que l'on a sur soi-même avec un soi antérieur qui était marqué par des fautes, voire des péchés. Et on va vouloir, pour reprendre là les termes de Donegani, hein, qui parle d'intégralisme à propos du catholicisme, et là c'est intéressant de tester la transposition de l'intégralisme de Donegani à l'intégralisme écologique.
puisqu'on va vouloir se réapproprier toute l'expérience de l'existence avec ce référent écologiste. Et c'est là où la conversion est quelque chose de très subjectif et très libre, mais on va vouloir la marquer par cet intégralisme, et c'est là où l'écologie passe de la périphérie de soi à la centralité de soi, avec toujours cette promesse de se convertir encore et toujours à l'écologie. Et l'intégralisme, c'est comment, devant l'objectivité de la vérité qu'on a devant nous, on va devoir procéder à une unification. Donc là, c'est retour un peu à William James sur l'unification de la personne avec la conversion. On va vouloir se façonner entièrement selon ce référent, cette vérité écologiste. Et désormais, toute l'attitude quotidienne, existentielle, va être façonnée par ce qu'on a identifié comme la vérité. Et on utilise aussi la figure, enfin, ce qu'a remis sur le devant de la scène Michel Foucault avec le concept de parisien, hein, ce discours de la vérité. Et donc la vie, désormais, il va falloir, après avoir transformé le soi, il va falloir continuer à transformer ce soi selon cette vérité. Et donc, il y aura un objectif de réalisation de soi, en voulant atteindre ce que Florence Fauché nomme l'être vert, et donc continuer la conversion de soi vers la vérité. Et finalement, c'est là où on retrouve une similitude entre la conversion écologique, la conversion à l'écologie et la conversion philosophique, c'est que désormais, la conversion écologique va être le moyen de chercher à mieux comprendre un monde contemporain marqué par la crise écologique pour tenter, à défaut de trouver la solution ultime, d'y vivre mieux. Et donc c'est là où vraiment la lecture d'œuvres philosophiques peut nous aider à comprendre ce phénomène de conversion. Et donc finalement, comme dit Descartes, quand vous avez trouvé le chemin approprié dans votre vie, dans la forêt, il s'agit de s'y tenir. Et donc votre conversion écologique va être votre chemin dans votre vie. Vous n'êtes pas sûr forcément d'avoir raison, mais en tout cas, vous pensez que c'est le meilleur. Et c'est là où il y a la fragilité de la conversion. La fragilité, parce que la conversion se passe, elle repose sur comme un acte libre, d'autant plus dans des sociétés d'individus. Et donc, il va falloir stabiliser cet acte libre. Et il va falloir, en fait, se mettre en mouvement. Et donc, il y a une forme pour reprendre le terme d'Armut Rosa, qui l'applique à la société, c'est la stabilisation dynamique de la conversion. C'est en étant sans cesse en mouvement que vous continuez à vous convertir et que vous perpétuez la conversion. Je crois que c'est Madeleine Delbrel qui utilisait l'image du vélo. Et ben, si vous arrêtez de pédaler dans une conversion, vous arrêtez de vous convertir. Et donc, il faut sans cesse pédaler, être en mouvement, recourir à ce que les philosophes antiques nommaient l'examen de conscience, donc tous les jours avoir son examen de conscience par rapport à sa conversion écologique, parce que, voilà, on mentionnait l'exemple de Saint-Augustin, mais une conversion n'est jamais accomplie, et une conversion s'arrête au moment de sa mort. Donc, en guise d'ouverture, j'avais promis dans le programme d'évoquer la conversion, la transformation de Radical. Je vais juste mentionner quelques éléments pour faire un peu un pont avec cette transformation radicale de soi. En lisant de la littérature sur les militants écologistes, ils ont cette manière de rire d'eux. Ils vont s'appeler eux-mêmes les barbus face à l'insulte d'Ayatollah Vert. Et donc, c'est vraiment avec ce qu'on pourrait peut-être appeler une écologisation de la radicalité, avec les événements récents, si on prend par exemple Sainte-Soline, où finalement les débats ont moins porté sur la pertinence écologique d'un projet que sur le maintien de l'ordre. Ça a complètement évacué des débats les questions de fond. Et en fait, on arrive dans des groupes qui sont de plus en plus radicaux pour avoir fait des entretiens avec des collectifs de désobéissance civile, une préfète qui était en charge de la sécurité publique au moment de Notre-Dame-des-Landes, et d'avocats de militants écologistes radicaux. Vous avez aussi, dans ces militants qui se constituent en groupes radicaux, non seulement l'infiltration éthique d'une société qui vous contaminerait et qui irait attaquer votre pureté individuelle, mais l'infiltration sécuritaire. Ces groupes radicaux ont la peur d'être infiltrés, c'est ce qu'on retrouve dans certains entretiens, parce qu'il y a eu des filatures qui ont réussi dans certains groupes, notamment dans le sud-ouest. Et
Ce qu'on retrouve en lien avec la conversion, c'est la dimension eschatologique de la conversion écologique. Dans la transformation de soi, il y a en fait une démarginalisation sociale de la mort. La mort revient comme une possibilité. Elle revient non seulement au niveau mésosociologique, puisque dans des manifestes de groupes écologistes radicaux comme Dernière Rénovation ou Extinction Rébellion, vous avez essayé de faire prendre conscience aux gens que on est la dernière génération, avant l'extinction. Et donc, il y a une traduction aussi, je crois, italienne de Dernière Rénovation, c'est dernière génération avant la fin du monde, donc au niveau mésosociologique de l'organisation, mais au niveau microsociologique, avec cette dimension sotériologique de salut écologiste, se sauver soi-même, sauver sa famille, sauver le monde face à la catastrophe écologiste. Et donc on pourrait aussi reprendre la typologie weberienne entre la secte, la communauté secte et la communauté église. La secte qui va se constituer avec des virtuoses de la conversion écologique qui vont être, et la secte, si on reprend un peu la sociologie weberienne, soit vous êtes dans la fuite du monde, soit vous êtes dans l'affrontement violent avec ce dernier. Souvent, rappelle Max Weber, ça finit mal dans l'affrontement entre la secte et le monde. Certains se qualifient presque de martyrs de la cause écologiste. Et puis il y a aussi le souvenir d'un militant écologiste qui se présentait comme un djihadiste vert, un peu comme toujours le renversement de stigmates de cette analogie religieuse, notamment au vu de la criminalisation croissante, récente du militantisme écologiste. Et donc on a toujours cette dimension relationnelle de la conversion qu'on n'a pas tellement évoquée à l'échelle individuelle, et c'est peut-être un défaut de notre réflexion aujourd'hui, entre l'État, les groupes écologistes, et l'État qu'on pourrait comparer dans la communalisation de type Église de Max Weber, et l'État qui essaierait, au même titre que l'État essaye, en termes de conversion religieuse, de définir avec les critères de la laïcité ce qui serait une conversion religieuse républicaine. Est-ce que l'État ne serait pas en train, quelque part, de définir ce qui serait une conversion écologique républicaine et qui s'inscrirait en fait dans une forme de légalisme et de respect de sa légitimité propre? Merci beaucoup de votre écoute.